Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal. Vous êtes devenu à 44 ans le plus jeune président de la République du pays, le premier opposant aussi élu dès le premier tour. Ancien inspecteur des finances, vous incarnez avec votre formation une profonde volonté de rupture, à la fois en termes de gouvernance, mais aussi dans votre vision du développement, les relations avec les partenaires internationaux, avec en toile de fond la défense de la souveraineté du Sénégal, quels que soient les domaines, qu'il s'agisse de sécurité alimentaire, de sécurité tout court, de numérique, on va en parler. Transition toute trouvée avec le thème de cet échange dédié à la souveraineté numérique du continent et cette question un tantinet manichéenne, mirage ou révolution en marche, de la nécessaire maîtrise des infrastructures numériques à la réduction de la dépendance vis-à-vis des acteurs étrangers, en passant par la réforme à mener pour faire du numérique un véritable levier de transformation structurelle pour nos pays. Nous allons revenir sur les choix stratégiques du Sénégal et les conditions d'une émergence d'une véritable souveraineté numérique africaine, continentale, donc durable. Monsieur le Président, on va d'abord parler de vision politique et justement, en quoi consiste votre vision de la souveraineté numérique du Sénégal et comment la conciliez-vous avec l'ouverture nécessaire, indispensable, c'est selon, avec les opérateurs étrangers? Permettez-moi de remercier le président Ouattara pour son invitation à l'Afrique au Forum et Jeune Afrique ainsi que AFC pour avoir organisé cette rencontre d'une grande importance pour les décideurs que nous sommes et pour les investisseurs. La souveraineté, la vision que nous en avons, c'est une vision stratégique prioritaire au Sénégal dans la mesure où nous considérons que c'est une révolution que nous ne pouvons pas rater après les autres révolutions qui se sont passées quasiment sans nous, je veux dire sans l'Afrique. Sous ce rapport, notre vision s'articule autour de trois axes que sont la maîtrise des infrastructures, le développement des compétences et la maîtrise du cadre réglementaire. Bien entendu, cela ne veut pas dire enfermement ni autarcie, bien au contraire, nous la concevons comme une opportunité de s'ouvrir aux partenaires internationaux et en même temps de pouvoir bâtir une stratégie de collaboration qui rééquilibre les rapports au profit de l'Afrique, de nos pays, et qui nous garantisse une protection de nos données, une maîtrise de nos infrastructures à travers la construction d'infrastructures sur lesquelles nous avons le contrôle total. Nous savons que sous ce rapport, la donnée devient de plus en plus un élément extrêmement important de prise de décision pour les décideurs, mais aussi de souveraineté pour les États. Et voilà ce que nous sommes en train de faire au Sénégal en le matérialisant par la construction d'infrastructures souveraines comme des data centers au niveau national, mais aussi en accompagnant cette politique par un renforcement des capacités des jeunes. Alors justement, la question des infrastructures est primordiale. Vous venez de parler des data centers qui sont indispensables car ils conditionnent la capacité d'un pays à maîtriser, stocker, sécuriser et traiter ses propres données. Comment vous comptez parvenir, peut-être avec le soutien des opérateurs privés, à financer et construire ces outils stratégiques sans dépendre d'acteurs extérieurs? Ça demande beaucoup d'investissements que les États ne peuvent pas, pour des pays comme ceux qui sont de la trempe de notre pays, le Sénégal et même les pays africains au-delà d'ailleurs, simplement couvrir par un investissement public. Il faut à la fois un investissement massif, tant sur le plan des investissements publics que des investissements privés. Le New Deal technologique que nous avons conçu au Sénégal, nous l'avons évalué à 1,7 milliard de dollars. Évidemment, c'est des investissements importants. Et le partenariat que nous cherchons à nouer est un partenariat qui repose sur la collaboration avec des investisseurs internationaux dans le cadre d'un partenariat public-privé,
mais aussi avec l'offre locale sur laquelle nous comptons avec les partenaires qui sont dans le secteur et qui sont intéressés par un partenariat public-privé. Et sous ce rapport, il y a une collaboration parfaite que nous sommes en train de mener. Évidemment, cela demande, comme je l'ai dit tantôt, à ce que le cadre réglementaire soit assaini, pour faire en sorte que cette collaboration-là ne se fasse pas au détriment de la souveraineté que nous devons avoir sur nos données, de la souveraineté que nous devons avoir sur les infrastructures pour pouvoir en contrôler la protection. Et cela ne se fait pas évidemment au détriment d'un déséquilibre que nous devons avoir à travers un contrôle sur ces infrastructures-là, mais en même temps à travers une appropriation de ces infrastructures pour qu'on puisse véritablement les exploiter à notre profit et que les données soient stockées au niveau national. Et les partenariats que nous privilégions sont des partenariats qui prennent en compte cette dimension-là, mais qui en même temps opèrent un transfert de technologie au niveau local pour que derrière, on puisse avoir assez de compétences pour pouvoir administrer ces infrastructures-là et développer les compétences numériques pour les asseoir. Est-ce qu'il y a un pays en Afrique ou ailleurs dans le monde qui peut servir de modèle ou qui vous sert de modèle pour le Sénégal? Nous pouvons prendre deux pays en référence. Le premier n'est pas africain, c'est l'Estonie, qui a fait des progrès énormes sur le plan digital, sur le plan numérique. Nous pouvons prendre un autre pays aussi qui est champion dans la construction des infrastructures en mode PPI, notamment dans le volet numérique, et qui est le Rwanda. Et ces deux pays ont réussi, en digitalisant les services gouvernementaux ou d'autres services, à véritablement donner une place plus importante au numérique dans la formation du PIB. Et pour le cas de l'Estonie, la digitalisation à 99% des services publics a permis de faire une économie de 2 points du PIB en termes de services gouvernementaux. Évidemment, sur le futur, la digitalisation est un rendez-vous que l'Afrique ne peut pas manquer. Et il y a des exemples qui sont patents, mais en réalité, c'est un train qui ne doit laisser personne à quai, parce que soit c'est une révolution dans laquelle vous vous laissez entraîner pour en profiter pleinement sur tous les plans de la gouvernance, de la transparence, de la qualité des services, de la rapidité par laquelle ils sont délivrés et même de la sécurité, ou alors vous vous faites entraîner en étant un consommateur passif des services et l'Afrique ne peut plus se contenter d'être aujourd'hui un consommateur passif de services numériques. Aujourd'hui, deux grands pays dominent le secteur technologique mondial, la Chine et les États-Unis, notamment au travers d'entreprises multinationales géantes au pouvoir inédit et protéiforme. Face à ces géants technologiques, comment démontrer que la souveraineté numérique africaine n'est pas un simple slogan? Il ne peut être un simple slogan. Ça doit être une approche, une priorité, une orientation stratégique majeure pour l'ensemble des pays. Évidemment, il y a vous l'avez cité, ces deux pays qui dominent le secteur du numérique, mais en même temps, ces pays-là ne sont pas renfermés sur eux pour justement ne concevoir des outils numériques ou des services numériques que pour leur population ou pour le monde à destination de consommation uniquement. C'est aussi des pays, à travers leurs géants, qui sont capables de collaborer, par exemple dans la construction des data centers partout en Afrique aujourd'hui. C'est des data centers qui sont faits par ces géants-là dont vous parlez, notamment pour ce qui est du cas de la Chine, Huawei ou d'autres pays. Mais derrière, les pays s'assurent que le contrôle des data centers leur revienne, que la sécurité des données soit assurée par eux-mêmes et qu'il y ait une formation qui soit faite pour les talents au niveau local pour pouvoir administrer l'infrastructure. Et sur la base de cette infrastructure-là, les citoyens de ces pays-là développent des services qui sont adaptés à la demande au niveau national et à la consommation au niveau national pour pouvoir maintenant héberger ces données au niveau national. Donc la collaboration, elle s'entend, mais c'est une collaboration stratégique qui rééquilibre les rapports entre les pays, opère un transfert de savoir-faire et permet de localiser
les données qui sont aujourd'hui l'enjeu fondamental pour ce qui est du secteur du numérique, et ensuite maintenant de s'assurer qu'il y ait une sécurité de ces données-là au niveau national pour qu'ils ne puissent pas faire l'objet d'appropriation à l'insu des pays qui les développent. Alors on parle du niveau national, on a évoqué, et c'est un peu le but du CEO Forum, notamment pendant le panel présidentiel, la nécessité d'intégration, la nécessité de parler d'une même voix au sein du continent. Cette quête de souveraineté numérique, selon vous, pour qu'elle concerne toute l'Afrique, ça doit passer par quel canal? C'est l'Union africaine? C'est la ZLECAf? Ou alors est-ce que ça doit aussi se situer au niveau des organisations régionales, en l'occurrence celle qui vous concerne, la CEDEAO? Partout. Je pense qu'il faut explorer toutes les stratifications organisationnelles au niveau de la ZLECAf, au niveau de la CEDEAO, au niveau d'autres entités régionales ou sous-régionales. Le réseau africain de cybersécurité est déjà un bon cadre de collaboration, en ce sens qu'une chose est d'avoir des infrastructures, une chose est de stocker les données, une autre est de pouvoir développer la sécurité nécessaire pour pouvoir les protéger et en garder l'appropriation complète. Sous ce rapport, tous les cadres doivent être des cadres de collaboration pour qu'il puisse y avoir une réponse concertée et que, surtout sur le plan réglementaire, qu'on puisse standardiser la réglementation pour nous assurer que l'intégration sous-régionale ne soit pas, à travers un pays, une porte de fragilité ou de vulnérabilité pour les autres pays qui interagissent dans le cadre d'union monétaire, d'union économique ou d'union douanière. Donc c'est à l'échelle de tous les cadres d'intégration régionale, sous-régionale ou communautaire qu'il faut organiser la réponse et qu'il faut organiser la législation pour, comme nous l'avons fait dans d'autres secteurs, l'harmoniser ou l'uniformiser pour être sûr que nous évoluons au même rythme sur le plan réglementaire et qu'il n'y ait pas de concurrence qui ouvre la porte à des vulnérabilités qui, passant par un pays, peuvent affecter d'autres pays. Vous sentez depuis votre prise de fonction, dans vos échanges, dans vos voyages, dans vos interlocutions avec vos homologues, vous sentez que cette prise de conscience est partagée par vos pairs? Oui, en effet. Vous savez, aujourd'hui, le numérique transforme la vie de tous les citoyens et donc de tous les États et s'impose aujourd'hui comme une opportunité, mais en même temps une contrainte pour les gouvernants. Dans beaucoup de pays, ou dans l'essentiel des pays, si on peut dire, aujourd'hui, l'ambition de digitalisation des services publics est un enjeu majeur. D'abord pour des raisons d'efficacité du service public, mais aussi pour ce qui est du nœud ou du nerf de la guerre, pour les raisons d'efficacité de collecte des ressources intérieures qui permettront de financer le développement. Donc, il n'y a pas de génération qui soit en déphasage par rapport à ça. Tous les pays s'y mettent. Et les pays qui se tardent à se mettre à l'ère de cette transformation numérique-là, évidemment, seront délaissés pour compte et auront du mal à rattraper le retard qu'ils sont en train d'accuser. Alors on parle de retard, je voudrais qu'on aborde un peu la question aussi de l'innovation et des startups africaines. L'Afrique subsaharienne francophone, dont le Sénégal, connaît un nombre assez faible de startups locales qui parviennent à attirer des financements de la part des capitaux investisseurs, contrairement à des pays comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, l'Égypte ou le Kenya. Une des raisons fondamentales de ce retard, c'est que l'écosystème numérique local, donc encore une fois au Sénégal, mais pas seulement, en règle générale en Afrique francophone, et la chaîne de valeur nécessaire, ils sont très peu développés. Construire cette chaîne de valeur, fait-il partie de vos projets? Et si oui, comment vous comptez y parvenir? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas qu'une question du rôle de l'État, mais c'est une chaîne beaucoup plus globale. Je suis tout à fait d'accord. C'est la raison pour laquelle, au niveau du Sénégal, il y a des problèmes que nous cherchons d'abord à régler. Nous sommes en train d'étendre la fibre optique. Même si nous avons un réseau extrêmement important, il y a des zones qui ne sont pas encore couvertes. Et à l'horizon 2030, nous voulons atteindre la couverture intégrale de tout le pays en 5G au moins. Ça, c'est pour permettre que les Sénégalais, où qu'ils soient, déjà puissent disposer de services numériques sans contrainte de connexion. Et c'est cela qui va permettre aux entreprises numériques, notamment les startups, de pouvoir donner une offre de services beaucoup plus large
à l'ensemble des citoyens, où qu'ils soient à l'intérieur du pays. Nous avons au Sénégal conçu ce que nous avons appelé le Startup Act et le label Startup. C'est pour accompagner justement l'écosystème numérique dans la création de chaînes de valeur qui permettent d'intégrer les services numériques à la demande d'offres de services formulées par le public ou par le privé. Heureusement que dans cette ambition, nous sommes accompagnés par l'écosystème numérique, notamment les sociétés de télécommunications. Vous avez aujourd'hui, pour ne pas la citer, une entreprise comme Orange au Sénégal qui a le Orange Digital Factory, où il s'agit d'accompagner les jeunes, de les former, et derrière, il y a un accompagnement par un financement que nous sommes en train d'octroyer aux jeunes, et pour pouvoir les accompagner dans le développement et en faire en sorte que tous les talents puissent bénéficier de l'accompagnement de l'État à travers une infrastructure existante et un accompagnement soutenu dans le financement et dans l'encadrement. À défaut, il sera difficile de réussir le pari. Si on saisit le champ numérique comme étant déconnecté, on ne pourra pas créer une chaîne de valeur numérique, évidemment, qui lie infrastructure, réglementation, développement de compétences et développement de services à travers la stimulation de la recherche et de l'innovation. Et au Sénégal, nous avons quand même des résultats qui font la fierté du pays, au regard même des récentes consécrations qu'on a, mais aussi c'est un secteur qui attire énormément de jeunes et qui font que ces jeunes-là sont dans une certaine compétition qui stimule la création et l'innovation dans le secteur du numérique. Dernière question, Monsieur le Président. Si vous deviez décider d'une mesure prioritaire, la priorité absolue, pour renforcer la souveraineté numérique d'ici 2030, quelle serait-elle? Difficile de dire que c'est une seule mesure parce qu'elle se tient en réalité. On aura beau vouloir développer le numérique, sans connectivité, on ne peut pas le faire. Il faut déjà un intrant principal qui est la connexion. Et la connexion surtout à haut débit, de qualité partout dans le monde pour que les services puissent profiter à l'ensemble des citoyens qui les utilisent et qu'il y ait une génération importante de données sur la base de laquelle aussi d'autres applications peuvent être développées et répliquées. Ensuite, il y a le cadre réglementaire qui doit prendre en charge deux choses. La première, c'est déjà l'incitation à l'investissement pour la rentabilité de ceux qui se déploient dans le secteur. La deuxième, c'est la protection des données sur le plan aussi de leur sécurité au niveau national pour le public que aussi pour le privé. Et la dernière, c'est le développement de compétences qui est extrêmement important. Il nous faut développer des compétences numériques en masse pour faire en sorte que tous ces services-là et toutes ces infrastructures-là puissent être administrés par des compétences qui n'ont pas grand-chose à envier à ceux qui font la meilleure chose aujourd'hui dans le monde, dans le secteur. Et sous ce rapport, c'est trois choses qui se tiennent sur lesquelles il est extrêmement difficile de faire un arbitrage pour considérer que tel aspect est prioritaire sur tel autre. C'est des choses qu'il faut mener ensemble pour pouvoir réussir le New Deal technologique. Écoutez, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir accordé votre temps pour cet échange. Merci beaucoup à vous. Merci.